L'état de crise permanent que nous vivons depuis 2 ans a permis au pouvoir en place de continuer son rouleau compresseur sans que personne puisse prendre le temps de dresser un bilan. Nous avons détaillé beaucoup de points sur cette chaîne au fur et à mesure que remontaient les données. Parmi tout ce que nous avons analysé, le scandale du Rivotril est unique en son genre. Il ne s'agit pas d'une arnaque au comptage, comme nous avons pu le voir pour les tests ou la surdéclaration dans les hôpitaux, mais bien de personnes qui sont réellement décédées. Il y a donc une réelle hausse de mortalité qui a pu être très commodément déclarée comme causée par la maladie. Le mardi 7 juin 2020, à partir de 17 h, a eu lieu une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a vu les auditions de Madame Astrid Petit, membre de la direction fédérale de la Fédération Santé et Action sociale de la Confédération générale du travail, la CGT, Monsieur Gilles Gadier, secrétaire fédéral de la Fédération des personnes des services publics et des services de santé, Force ouvrière, Monsieur Olivier Younou, co-secrétaire du syndicat solidaire, unitaire et démocratique, Sud, Santé sociaux solidaire de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, Madame Clotilde Cornière, secrétaire nationale de la Fédération de santé sociaux de la Confédération française démocratique du travail, la CFDT, Monsieur Maxime Sorin, conseiller technique pour l'Union nationale des syndicats autonomes, l'UNSA, santé et sociaux publics et privés, et le compte-rendu de cette session est disponible sur Internet. Le Rivotril y est évoqué à partir de la déclaration de Monsieur Olivier Younou. Je pense que des choix ont été faits, en particulier dans les EHPAD. Outre la note ministérielle qui a été évoquée, il y a eu le décret 2020-360 du 28 mars 2020, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dit décret Rivotril. Dans le contexte de la crise au Covid-19, on a jugé que des patients, essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque qui conduirait les réanimateurs à dire qu'ils auraient du mal à les sortir de la réanimation, mais cela reposait sur des données statistiques et non sur des données réelles, sur des études cliniques. C'est particulièrement vrai au sujet de l'hospitalisation à domicile, la HAD, je pensais qu'Astrid Petit en parlerait. On a mis en place à l'assistance publique des groupes d'intervention rapide, les GIR. Vous imaginez rien que sur le plan lexical ce que cela peut vouloir dire. On n'est pas tellement dans le champ hospitalier. Les équipes hospitalières intervenaient dans les EHPAD pour mettre en place un protocole préétabli faisant notamment appel au Rivotril pour des personnes âgées présentant une dépression respiratoire. Monsieur Eric Ciotti, le rapporteur, a ajouté « C'est un protocole de fin de vie ». Et Monsieur Olivier Younou a confirmé « C'est ce qui a été appelé le protocole palliatif Covid ». On apprend à la lecture de ce texte que l'AP-HP a mis en place des groupes d'intervention rapide dont le but n'était pas de se déplacer pour soigner des patients en détresse, mais bien de leur injecter du Rivotril pour accompagner entre guillemets leur fin de vie. Pour mémoire, nous avions déjà montré dans 2 vidéos réalisées grâce au rapport de la TIH que finalement, les hôpitaux français n'ont jamais été saturés en 2020 et plus particulièrement les services de réanimation non plus. Il est donc pour le moins choquant que l'AP-HP décide aussi promptement de mettre des moyens humains pour accompagner les décès plutôt que pour s'occuper des malades. Ces groupes d'intervention rapide ont été mis en place à la suite du fameux décret Rivotril, l'article 12.3 du chapitre 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui décrète une dérogation au Code de la santé publique. On y lit « La spécialité pharmaceutique Rivotril, sous forme injectable, peut faire l'objet d'une dispensation, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2, dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « prescription hors AMM dans le cadre du Covid-19 ». Le Rivotril est un médicament antiépileptique dont l'utilisation n'a habituellement rien à voir avec les infections respiratoires, ni l'accompagnement palliatif par sédation. Dans la notice du Vidal, il est mentionné comme contre-indication « Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : insuffisance respiratoire grave, syndrome d'apnée du sommeil, insuffisance hépatique grave, myasthénie ». Ainsi, la dérogation du décret ne propose pas l'utilisation d'un sédatif, mais d'un médicament déclenchant l'arrêt de la respiration du patient et donc son décès anticipé.
Il s'agit donc d'un protocole de fin de vie sans demander l'avis du patient et pour lequel il suffit que le patient soit juste soupçonné d'être atteint du SARS-CoV-2, ce qui ouvre la voie à toutes les dérives possibles. Il est donc nécessaire de savoir combien de personnes âgées ont bénéficié, entre guillemets, de cette mesure ainsi que son impact sur les statistiques de mortalité. Le décret Rivotril a eu cours du 28 mars au 11 mai 2020. Cette période est précisément celle avec le plus fort nombre de décès quotidiens depuis la canicule de 2003. L'analyse des ventes de Rivotril en pharmacie dans un format injectable disponible sur la base Medicam reflète l'ampleur de l'utilisation de ce produit. Ainsi, contrairement aux antibiotiques dont la vente a chuté suite aux directives du gouvernement, les ventes des boîtes de Rivotril dans un format injectable ont augmenté de 59% au mois de mars et de 227% en avril, relativement à la moyenne observée entre 2017 et 2019. Cette augmentation sur mars-avril représente 1700 boîtes du produit vendues en plus de l'habitude. Ces statistiques ne reflètent cependant que partiellement l'utilisation de cette molécule car elles ne prennent en compte que les doses qui sont distribuées par les pharmacies de ville et donc pas celles en provenance directe de l'hôpital. En France, depuis le début de la crise Covid, c'est-à-dire entre mars 2020 et mars 2021, 8200 boîtes supplémentaires à l'habitude ont été vendues, soit plus de 48 000 ampoules. De la même manière, les ventes de Valium injectables, qui sert classiquement à accompagner la fin de vie, ont explosé en mars-avril 2020. Au total, 5000 boîtes de plus ont été vendues sur la période. Comme le Rivotril, cette habitude a visiblement perduré dans le temps, et plus de 22 000 boîtes supplémentaires à l'habitude ont été distribuées par les pharmacies entre mars 2020 et mars 2021. Pour tenter de mesurer l'impact de cette décision de privilégier la fin de vie plutôt que le soin, nous pouvons comparer l'évolution des décès quotidiens en EHPAD, toutes causes confondues, depuis les données de l'INSEE à celles déclarées comme Covid-19 sur le portail datagouv.fr, sur lequel on remarque que désormais les données des EHPAD ont été masquées pour la période avant l'été 2020, mais que l'on peut retrouver en utilisant les archives du web. Sur ce graphique, on voit les décès quotidiens enregistrés comme Covid en orange et hors Covid en bleu en EHPAD. Cette comparaison des décès déclarés Covid-19 et des décès toutes causes dans les EHPAD représente ainsi des incohérences massives. Par exemple, autour du 31 mars, la quasi-totalité des décès des EHPAD sont enregistrés dans les statistiques Covid-19, alors que moins de la moitié des départements français connaissent une surmortalité et sont considérés touchés par cette pathologie. On constate que les remontées de décès Covid-19 arrivent massivement au moment de la promulgation du décret dérogatoire concernant le Rivotril. De plus, même après la fin de la période de surmortalité française à partir du 1er mai, des décès Covid-19 ont bien été enregistrés dans les EHPAD et jusqu'à la fin de la validité du décret. Il est évident qu'une intervention médicamenteuse ayant pour conséquence d'accélérer les décès de patients en fin de vie a des répercussions sur les statistiques de décès. Dès lors, la surmortalité constatée sur courte période n'est pas le signe d'un plus grand nombre de décès à moyen terme, mais uniquement d'un regroupement artificiel de décès aux mêmes dates. Sur la période du 28 mars au 30 avril, la surmortalité en EHPAD, comparativement à la moyenne 2017-2019, est d'environ 5100 personnes. Pendant cette période, 1700 boîtes de Rivotril ont été distribuées en plus de l'habitude. Chaque boîte contient 6 ampoules, dont 2 sont utilisées pour accompagner un décès. Il y a donc potentiellement 3 décès par boîte, soit 5100 décès anticipés. Si on considère que l'utilisation du Rivotril a accéléré les décès des personnes qui ont bénéficié de ce traitement entre guillemets, alors la totalité de la surmortalité en EHPAD sur cette période peut s'expliquer par l'utilisation du Rivotril en lieu et place des traitements habituels. Nous pouvons faire à l'hôpital le même exercice que ce que nous avons fait pour les EHPAD. Ici, on a représenté le nombre de décès quotidiens à l'hôpital. La courbe orange, ce sont le nombre de décès déclarés Covid. La courbe bleue, ce sont le nombre de décès hors Covid. La grise, c'est la somme des deux. Et les pointillés, c'est la moyenne 2017-2019. Et les hôpitaux ont bien commencé à remonter des décès Covid-19 à partir du 18 mars 2020. C'est la courbe orange.
Et on constate en effet à partir de cette date une augmentation du nombre de décès dans la mortalité générale à l'hôpital, qui est la courbe grise. Le nombre de décès enregistrés à l'hôpital entre novembre 2019 et février 2020 est en moyenne de 931 par jour. Ce nombre a bien été franchi quotidiennement à partir du 18 mars 2020, date à laquelle les hôpitaux ont commencé à remonter des décès liés à la Covid-19, et jusqu'au 18 avril 2020, avec un maximum à 1345 le 31 mars 2020. Durant cette période, entre le 18 mars 2020 et le 18 avril 2020, le nombre de décès à l'hôpital est passé en moyenne à 1150 par jour. Cela représente donc 200 décès de plus par jour par rapport à l'habitude. Dans cette période, le nombre de décès identifiés Covid-19 a été de 370 par jour en moyenne. Ainsi, le nombre de décès remontés déclarés Covid-19 est 2 fois plus élevé que l'augmentation du nombre de décès total constaté. À partir du 18 mars, plus les hôpitaux remontent de décès liés à la Covid-19 et moins ils remontent de décès liés à d'autres pathologies. Et on voit nettement la courbe bleue baisser lorsque la courbe orange augmente et inversement. Au bilan, la surmortalité hospitalière, représentant le surnombre de décès à l'hôpital sur la période du 18 mars au 30 avril 2020, est de 7170 personnes. Ce nombre est 2 fois plus petit que le nombre de décès attribués à la Covid-19 par l'hôpital sur cette période, qui est de 14 283. Il semble donc y avoir un sérieux problème de surévaluation statistique. Du côté de la surévaluation statistique, le site Géode précise le changement de comptage opéré à partir du 31 mars 2020. On y lit, jusqu'au 31 mars, les instructions aux établissements de santé pour créer un dossier patient dans Civic étaient un diagnostic de Covid-19 confirmé biologiquement, autrement dit avec un test. Depuis le 31 mars, les établissements de santé doivent saisir systématiquement dans Civic les patients hospitalisés présentant un diagnostic de Covid-19 confirmé biologiquement ou une TDM thoracique évocatrice de diagnostic de Covid-19. Toutefois, un établissement peut créer un dossier patient sur une base de forte suspicion clinique ou d'imagerie évocatrice, puis effacer ultérieurement le dossier si le test s'avère négatif. On observe que le nombre de décès Covid-19 remontés par les hôpitaux dans la semaine du 23 mars 2020 au dimanche 26 mars 2020 est de 282 en moyenne, et cette moyenne explose à partir de la semaine suivante pour passer à 469 puis 480 avant de commencer à redescendre avec l'arrivée des beaux jours. On ne peut pas écarter l'hypothèse que l'augmentation très forte visible fin mars vienne uniquement du changement de la stratégie de comptage où toute personne qui tousse est comptabilisée Covid-19. Il reste cependant une surmortalité de 7000 personnes sur la période. Deux membres du conseil scientifique, Arnaud Fontanet et Simon Cauchemez, ont publié un article dans Science utilisant les données hospitalières françaises et notamment le nombre de jours entre la prise en charge du patient et son décès. Les courbes les plus intéressantes ont été supprimées de l'article principal, mais sont toujours disponibles dans les données complémentaires. À la page 16 est détaillé le nombre de jours que mettent les patients arrivant à l'hôpital avant de décéder. Sur la courbe de gauche, on observe que 17% des patients décèdent le jour même de leur arrivée à l'hôpital. On observe d'ailleurs une très forte différence entre le nombre de décès au jour 1 et le nombre de décès au jour 2, illustrant qu'une grosse partie des arrivées n'est plus considérée sauvable. Ces 17% de patients arrivés trop tard, parmi les 17 000 de l'étude, représentent 2800 personnes. Si on considère qu'un décès dans les 3 premiers jours d'hospitalisation révèle la prise en charge de ces personnes non sauvables, le total de décès concernés est alors de 6 000. Pour mémoire, nous avions vu que la surmortalité à l'hôpital sur cette période est de 7 000 personnes. Ainsi, la quasi-totalité de la surmortalité hospitalière s'explique par des décès précoces. Or, l'hôpital a également appliqué la directive Rivotril et a donc administré ce produit de manière importante pour accélérer le décès des patients suspectés Covid-19. Et cependant, il est impossible aujourd'hui de savoir combien de patients ont bénéficié entre guillemets du traitement Rivotril, entre guillemets également, sur cette période, puisque les statistiques hospitalières ne sont pas diffusées. Il serait très intéressant pourtant d'ouvrir une enquête pour savoir combien de médecins ont utilisé ce protocole, combien de fois et sur qui. Nous avons vu en début de présentation que la PHP, les hôpitaux de Paris, ont mis en place des groupes d'intervention rapide pour aller administrer du Rivotril dans toute l'Île-de-France plutôt que soigner les gens. Or, la fameuse surmortalité de mars-avril 2020
n'a quasiment eu lieu qu'en Île-de-France. Pour s'en rendre compte, nous pouvons mettre à la même échelle les décès dans tous les départements français. Nous avons centré par la moyenne et réduit au quartile les données des décès depuis 2018. Chaque point représente le nombre de quartiles d'écart par rapport à la moyenne chaque jour de l'année. Donc ici, on a des courbes qui représentent la surmortalité ou sous-mortalité par rapport à l'habitude pour tous les départements français. Et nous avons matérialisé en jaune les périodes de confinement français. On observe bien des pics de décès impressionnants dans les 8 départements d'Île-de-France sur la période de mars-avril 2020. Les pics sur cette période sont tous compris entre 5 et 9 fois le premier quartile de décès. Ces pics de décès de mars-avril n'existent quasiment nulle part ailleurs. Par exemple, il n'y en a pas du tout eu en Bretagne. Vous ne voyez absolument aucun pic pendant le premier confinement, ni plus tard d'ailleurs. Ni même dans aucun des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. De la même manière, pendant le premier confinement, il n'y a absolument aucun pic. Ni dans aucun des 13 départements d'Occitanie. Ici, pareil, pas de pic pendant la première vague. En Auvergne-Rhône-Alpes, seul le département du Rhône, qui dépend des hôpitaux de la métropole lyonnaise, est concerné. Sur tous les autres départements, c'est le calme plat, ou quasiment. Est-ce qu'on n'est pas ici, avec un grand hôpital central, dans la même stratégie que les hôpitaux parisiens, mais à une échelle plus faible? Au total, en dehors des 8 départements franciliens, seuls 5 départements présentent au moins une journée dont l'écart à la moyenne est au moins 4 fois supérieur à 4 quartiles: le Rhône, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et le Nord. Il n'y a donc pas d'hécatombe, mais uniquement quelques endroits français dans lesquels on observe une hausse de mortalité inhabituelle sur courte période. Il est donc urgent de libérer les données de délivrance de Rivotril par les hôpitaux pour vérifier à quel point ces hausses de mortalité ne sont pas uniquement du fait de la stratégie choisie. Chacun comprendra que quand on ne soigne pas les gens, ils survivent moins bien, mais pire, quand on les euthanasie, ils ont tendance à mourir. Nous avons remarqué que la vente de Rivotril n'est jamais redescendue à son niveau normal. De fait, un décret du 31 mars 2020 a repris à l'identique les dispositions du décret du 23 mars 2020. Il a été suivi encore par un décret du 16 octobre 2020. Ainsi, entre mars 2020 et mars 2021, 8200 boîtes supplémentaires à l'habitude ont été vendues par les pharmacies, soit un peu plus de 48 000 ampoules. Elles représentent environ 24 000 décès anticipés, tout cela sans prendre en compte le nombre de doses délivrées directement par les hôpitaux. Il est visible que les hausses de mortalité ont eu lieu dans des endroits très précis et à des moments très précis où ont été délivrés en grand nombre des médicaments servant à euthanasier des patients. Il est donc plus qu'urgent d'ouvrir une enquête en exigeant l'accès aux données des médicaments injectés aux patients à domicile, aux hôpitaux ou dans les EHPAD depuis le début de l'année 2020. Il est aussi nécessaire d'interroger le petit nombre de praticiens qui semblent faire une surutilisation du Rivotril. Cette substance n'a jamais été un médicament distribué à grande échelle pour soigner des gens, mais il a bien été utilisé pour mettre un terme à la vie des patients sans leur consentement, dans des endroits très précis et sous prétexte sanitaire. À la fois, ces gens n'ont jamais demandé à être euthanasiés de la sorte, loin de leurs proches, mais en plus, tous ces morts ont servi à gonfler artificiellement la mortalité de 2020 pour entretenir la panique. Quand il n'y a pas assez de morts pour justifier la psychose, on trouve visiblement des serviteurs zélés pour y remédier.